Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième rendez-vous du Festival Web3 organisé par Lyon. J'ai le plaisir d'être avec Alexandre aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette interview sur comment concevoir un produit Web3 et parler un petit peu voilà, de comment réussir le lancement d'un produit et surtout parler de la fonction des métiers de Product Manager et CPO dans cette nouvel univers qui est le Web3. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, déjà, merci à tous d'être présents. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour bah, voilà, nous assurer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. N'hésitez pas aussi, on a mis quelques questions dans l'onglet sondage, donc vous pouvez y répondre. C'est toujours précieux pour nous de savoir un petit peu qui vous êtes, quel métier vous faites et avoir un peu de retour sur votre niveau aussi de connaissance sur le sujet des Web3. Et on a également, pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, un onglet questions, pardon. Et donc, dans cet onglet questions, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez à poser à Alexandre pendant cette petite heure que l'on va passer ensemble. Nous, on a déjà un peu bossé avec Alexandre pour vous partager pas mal d'éléments sur cette thématique, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous concernent et que vous voulez poser, on les prendra au fur et à mesure et on prendra également un petit temps à la fin s'il nous reste quelques questions pour pouvoir y répondre. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, peut-être en quelques mots, bah, vous préciser qui nous sommes et ce que l'on fait. Donc, Lyon, on est l'école de l'avant-garde. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner chaque personne, chaque collaborateur à adopter les états d'esprit, les bons états d'esprit et les outils du numérique et pour finalement s'épanouir dans son job, dans son travail et s'assurer de son employabilité à vie. Donc concrètement, notre but, c'est vraiment de vous former, enfin de former chaque personne au métier de demain. D'où D'où le sujet Web3, parce qu'on pense et on y croit, à force de rencontrer des acteurs de cet univers, on pense qu'il y aura un réel impact sur les métiers de demain. Et on reviendra dessus avec Alexandre, mais ça concerne finalement beaucoup de personnes. Hop. Pourquoi on a voulu faire ce festival? Bah d'ailleurs, Alexandre, on avait déjà échangé il y a quelques temps aux prémices, mais c'est vrai que on a interrogé notre communauté. Alors, on a vu que voilà, le Web3, le Metaverse, ça a popé un peu dans tous les sens. Nous, notre but, c'était de se dire euh, comment les utilisateurs et comment les personnes lambda réagissent face à cette vague d'informations. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'alumni de notre communauté qui nous disaient qu'ils étaient noyés sous l'information, qu'ils n'avaient aucune idée de par où commencer. Ils avaient un peu le fear of missing out, le FOMO, de se dire, ben, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que j'y aille, qu'il faut que je me renseigne, mais je sais absolument pas par où commencer. Il n'y a pas une synthèse qui est faite, je comprends pas. Donc, notre but, ça a été vraiment de se dire, comment on peut permettre une acculturation à des personnes qui n'y connaissent pas forcément, qui connaissent pas grand-chose sur cette thématique-là, mais leur permettre de pas louper le coche. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé par faire justement ces webinaires et ces festivals gratuits. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans enfin, plus loin dans le sujet, on a construit une formation qui est vraiment très pratique, où on accueille bah, justement des gens comme Alexandre, des gens du terrain, des experts terrain qui, eux, ont déjà une expérience plus conséquente dans ce domaine et qui peuvent justement ben, vous faire pratiquer, vous donner des retours, des succès, mais aussi peut-être des choses qui ont échoué dans soit leur entreprise, soit sur le produit sur lequel ils travaillent, et vous permettre de vous immerger totalement dans cet univers pour vous donner les pistes et finalement comment vous pouvez vous approprier cet univers-là. Du coup, merci beaucoup Alexandre d'être avec nous. Je te laisse peut-être partager ton écran pour reprendre la main sur le sujet. Hop. Et alors, je crois que visiblement, je risque d'être déconnectée, mais je reviens très vite. Si jamais c'est le cas, je tente, mais je reviens très vite. Et je te laisse peut-être Du te coup, présenter en quelques mots ouais, je pour les mentionne, personnes qui ne te connaissent pas. parce que j'ai oublié de faire ma slide de présentation. D'ailleurs, il y a un petit delta là. Là, j'avais beaucoup de cheveux et là, j'en ai plus. Donc, ouais. Donc, moi, c'est Alexandre. Je fais du produit depuis 4 ans. Je suis passé par des scale-up, start-up et des grands groupes. J'ai fait beaucoup de freelance et je suis dans l'univers Web3. Avant que ça s'appelle Web3, on appelait ça blockchain depuis 2018-2019.
Et maintenant, avec des cofondateurs, donc deux amis, on a créé Kairos Loan. Donc c'est un protocole de loan, donc de prêt avec des NFT en collatéral, et on apprend au fur et à mesure à construire des produits avec différentes méthodes que ce qu'on peut voir dans le Web 2, Web 3. Donc grosso modo, voilà mon parcours. Donc une petite précision d'abord, c'est quelle est la différence entre Web 2 et Web 3? Je suis de retour Euh, juste pour te dire, Alexandre. ok, Merci. top. Ouais. Ah oui, autre chose, n'hésitez pas à me couper s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, enfin me couper, envoyer des messages, quoi que ce soit. Moi, je vois pas les messages, mais Zoé, elle les voit. Donc, allez-y. Et là, la première step, c'est vraiment, j'aimerais bien qu'on soit tous OK sur Web 2, Web 3, la vraie différence. Donc, en fait, le Web 2, principalement, ce qui se passe, c'est qu'on a une entité qui fournit des informations. Donc là, c'est très théorique, mais on va prendre l'exemple de Facebook. Facebook a des informations qu'elle ne diffuse pas avec le plus grand nombre et elle choisit de diffuser, par exemple, dans notre feed, ce qu'elle veut. Donc, c'est l'entité centralisée qui va déterminer ce qui va être montré aux gens. C'est aussi pour ça qu'il y a eu tous les problèmes comme Cambridge Analytica et tous les trucs. Très bien. Maintenant, le Web 3, ce qui est intéressant, c'est que c'est une entité décentralisée où tout le monde peut accéder à toute l'information. Donc là, il y a deux notions en fait qu'on comprend. C'est la notion de centralisation qui disparaît et la notion d'accessibilité. C'est-à-dire que supposons, supposons j'ai un protocole ou un service qui tourne. Si le service, bah, comme ce matin, je crois, il y a eu WhatsApp qui est down. Euh, Ouais, WhatsApp, effectivement. ouais, WhatsApp ne fonctionnait pas ce matin. Et en fait, WhatsApp est un service centralisé. Donc, lorsque ces serveurs sont down, bah en fait, c'est fini. On peut plus y accéder. Alors que si on imagine un WhatsApp décentralisé, c'est un WhatsApp qui fonctionne à travers les terminaux de tous les utilisateurs, qui fonctionne comme des nœuds. Donc, s'il y a un ou deux nœuds, enfin quelques nœuds qui sont morts, c'est pas grave, le service pourra toujours continuer. Il sera peut-être un peu affaibli, mais il sera fonctionnel. Donc ça, c'est cette notion de décentralisation. Et après, l'accessibilité, c'est le fait que l'information, en fait, soit accessible par tout le monde. Aujourd'hui, si on voit les GAFAM, si les GAFAM sont aussi hégémoniques, c'est parce que elles ont toutes ces données qu'elles ne fournissent pas aux autres. Donc, elles ont cet avantage. Sur la blockchain, toutes les informations sont publiques. Donc, tout le monde peut y accéder. N'importe qui peut commencer à faire des stratégies, à voir les mouvements des utilisateurs. Et enfin, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais il faut attention. Voir les mouvements des utilisateurs qui sont anonymisés hein, pour commencer à créer des protocoles. Donc, ça aussi, ça va jouer sur certains trucs qu'on va voir à la suite. Les méthodes pour créer un produit sont totalement différentes parce que il y a plus cette protection en gros du code qu'on déploie. Il y a Mhm. l'open source à prendre en compte. Je ne sais pas si j'étais plus ou moins clair ou trop flou. Écoute, jusque-là, ça a l'air plutôt clair. N'hésitez pas si vous voulez se rebondir dans le chat, mais en tout cas, nous, on comprend bien de ce côté-là. Ok, top. Du coup, voilà les aspects qu'on va commencer à couvrir. Premier aspect, c'est l'open source. En fait, quand on est sur la blockchain, tout est open source. Donc, on peut voir le code de n'importe quel protocole et n'importe quel produit qui fonctionne. Donc, il y a des gros avantages pour l'utilisateur. Pour les entreprises, il va falloir qu'elles réfléchissent autrement à comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et il y a un exemple qui a été assez incroyable, c'est celui d'Uniswap et de SushiSwap. Donc les noms, déjà, on voit que c'est Web3. Là, il y a une licorne. Il y a une licorne et l'autre, c'est un sushi. Très bien. Mais en fait, donc Uniswap, c'est comment dire simplement, un DEX. Donc c'est un Decentralized Exchange. C'est une place où les gens peuvent échanger des tokens contre d'autres tokens. Ça fonctionne sur un système de pool de liquidité. Imaginons, moi j'ai des Ethereum, je mets dans une pool de liquidité des Ethereum et dans cette pool, en échange, on peut dire qu'il va y avoir des DAI. C'est une autre crypto-monnaie. Donc lorsque quelqu'un va intervenir et veut échanger des DAI contre des Ethereum, la pool où j'ai mis ma liquidité va fonctionner et ça va switcher. Et du coup, les gens qui ont mis de la liquidité vont avoir des commissions, vont récupérer de l'argent là-dessus. Un peu Mhm, comme une banque avec un TPE aujourd'hui. mhm. Moi, je vais dans un magasin, je paye quelque chose, le TPE fonctionne, l'argent est donné au commerçant, mais le commerçant paye une commission. Donc, si on fait le parallèle, c'est un peu ça. Et ce qui se passe avec ce protocole, par exemple Uniswap, comme tout est open source, tout le monde peut prendre le code et le répliquer. Et on se dit, OK, donc c'est-à-dire que mon produit déjà n'est plus protégé et tout le monde peut Mhm. faire comme moi. Et donc les points forts, ils vont changer. Il faut faire attention à la communauté et leur donner le mot final. Le gros exemple qu'il y a eu avec Uniswap, et quand je dis fork SushiSwap, en fait, SushiSwap a fait une stratégie, c'était la première à l'époque, c'était pendant le DeFi Summer en 2020, je crois.
je dis pas de Mhm. bêtises. En fait, SushiSwap, en l'espace de quelques semaines, a réussi à déplacer un montant astronomique de la liquidité de Uniswap grâce à une Vampire Attack. En Alors, qu'est-ce gros, qu'une Vampire Attack? voilà. Donc, SushiSwap a forqué Uniswap, donc a repris son code en modifiant deux, trois trucs pour avoir un système avec des tokens qui incitent les utilisateurs à déplacer leur liquidité d'Uniswap à SushiSwap. Et donc, D'accord. pourquoi? Parce qu'avec ce système, ils se gagnaient plus de commissions à travers SushiSwap. Et il y avait aussi un système de droit de vote. Donc ça, c'est autre chose. C'est que ces protocoles, aujourd'hui, sont des protocoles gouvernés. Donc les utilisateurs qui vont, par exemple, mettre de la liquidité dans les pools vont recevoir en échange des tokens qui pourront stacker sur le protocole. Et quand ils stackent, ils ont un droit de vote. On va pas aller en détail exactement, mais ils ont un droit de vote. C'est-à-dire que c'est eux qui peuvent décider des décisions et des améliorations techniques qui vont être apportées au protocole. Donc là, on passe à un step vraiment au-dessus. C'est vraiment le Web 3. En Web 2, on peut avoir des roadmaps transparentes, on peut demander, on peut solliciter la communauté pour savoir Hmm. ce qu'elle voudrait, mais in fine, ça reste l'entreprise qui décide. Hmm. Ici, si on fonctionne sur un système de DAO, on verra après, c'est la communauté qui vote et c'est ensuite exécuté par les membres qui font partie du protocole. Parce que, in fine, pareil, un protocole n'appartient plus à une entreprise, mais plus une organisation. Aujourd'hui, SushiSwap, ce n'est pas sushiswap.com, mais SushiSwap, enfin, non, Uniswap, ce n'est plus uniswap.com, mais uniswap.org. C'est une organisation. Et ceux qui ont créé le protocole ont des tokens de ce protocole. Mais ceux qui l'utilisent ont aussi des tokens. Il y a une répartition qu'on peut voir et qui est visible partout. Donc, c'est vraiment cet aspect communauté et la communauté aura toujours le mot final, en fait. Donc, si elle n'est pas contente, si elle n'est pas écoutée, Hmm. bah, il y a quelqu'un qui va forquer, qui aura une meilleure stratégie et qui va faire un protocole, quoi. Donc, priorité à la communauté, vraiment le... Exactement. Ouais, il faut vraiment les écouter et comprendre pourquoi. En fait, en général, leur réclamation, leur demande, elle vient jamais de n'importe où. Il y a une raison, c'est explicite. Ouais. Là, ce fork, en fait, a donné place aussi à l'amélioration d'Uniswap. Parce que Uniswap a remarqué qu'il y avait certains soucis, a vu des liquidités disparaître et a changé en fonction. Ça a affaibli Uniswap pendant un moment, mais malgré tout, Uniswap reste bien au-dessus de SushiSwap aujourd'hui en termes de Hmm. liquidité et de mise en place. Donc, c'est parfait pour les utilisateurs finaux, puisque les utilisateurs finaux, en montrant un peu leur révolte à travers ce fork, ont permis d'améliorer Uniswap et du coup aussi SushiSwap. Hmm. Parce que juste, je me permets de rebondir, Ouais, parce que je m'identifie peut-être aux personnes qui sont plus novices, donc du coup, je vais te poser des questions aussi. ouais, Mais c'est vrai vas-y. qu'on pourrait avoir tendance à se dire, du coup, dans le Web3, vu que tout est en open source, bah, on peut se faire voler nos idées, nos produits, etc. Mais on peut le voir aussi d'une autre manière qui est, finalement, vu que tout est open source, bah, peut-être qu'effectivement, tu te feras, entre guillemets, voler ton produit, tes idées, mais en fait, ça ne va faire que l'améliorer si tu arrives à prendre le contre-pli et à écouter ta communauté. Exactement. En fait, c'est ça, c'est pour ça que ça va revenir souvent, l'aspect communauté, où c'est vraiment ça qui compte. En fait, si Mm. on a un bon système avec, on verra après, pareil, des tokenomics qui incitent les gens et qui encouragent les gens à utiliser notre protocole, à garder notre token et du coup à renforcer notre protocole, il y aura beau avoir d'autres protocoles, le fait que les gens utilisent et ont l'habitude d'utiliser d'autres protocoles, ont confiance en nous et savent qu'il va se développer de cette manière, on ne peut pas retirer en fait ces utilisateurs comme ça. C'est Mm. comme un utilisateur d'Apple, euh, s'il a un iPhone depuis 15 ans, le faire passer à Android, c'est bye bye. C'est compliqué. Là, j'exagère, je remets une analogie, mais c'est un peu ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de se faire voler des idées, au contraire. En fait, si on se la fait voler, c'est qu'elle est bonne. Donc, on Oui. est sur une bonne piste. Donc, ça, voilà, il faut pas hésiter et il faut faire un peu attention à vouloir conserver. Parce que si on conserve, pareil, c'est un produit, il faut toujours s'exposer au retour et au feedback utilisateur. Donc, en fait, l'open source, c'est parfait pour ça, en vrai. Super, hyper clair. Donc, ça, c'est la première étape par rapport à l'open source. Et après, il y a l'effet réseau. Donc, l'effet réseau, c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est la communauté, en fait, va permettre de renforcer le protocole. Donc, plus il est utilisé par un grand nombre d'utilisateurs, plus en fait il va devenir robuste. Dans le cas de donc, Uniswap, je vais parler après de Curve et de Convex Finance, dans le cas de Uniswap et de SushiSwap, ce qui rend leur protocole de plus en plus robuste,
c'est la quantité de liquidité qu'il y a dans les pools. Donc, c'est-à-dire le nombre de millions de dollars qu'il y a de stacker. Bah attends, je peux vous montrer, si je vais sur Uniswap, vous pouvez voir exactement. Où est-ce que la data? À chaque fois, je confonds les onglets. Écosystème. Je vais le trouver, je pense. Pas. En gros, il y a. Ah, voilà, voir plus d'analyse. Parfait. Super. Donc voilà, la TLV, enfin TVL, c'est traduit, j'ai l'impression. Ouais, Total Value Locked, en fait, c'est la quantité de liquidité, enfin, la liquidité qu'il y a dans les pools. Donc là, actuellement, il y a 3,4 milliards dans le protocole. Donc, retirer ou faire comme eux en l'espace de quelques semaines, c'est compliqué, Hmm. voire impossible. Donc, ils ont quand même une énorme position. Et là, ça charge. Voilà, on peut voir à travers le temps. Je ne sais pas si je peux changer On peut voir le volume aussi donc, journalier, qui est de 641 millions. Donc, ouais, il va falloir y aller pour, pour les détrôner. Mais donc ça, c'est un aspect qui est intéressant. Et pareil, tout le monde peut constater cette data sur la blockchain. On peut tous la vérifier. Il y aura d'autres outils que je vous montrerai ensuite qui vous permettront de vérifier tout ça. Donc ça, c'est un peu l'idée de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet ou Alors pour l'instant, on n'a pas de questions ou de réactions, donc tu peux Ok, continuer. trop cool. Du coup, l'effet réseau. Donc, il faut savoir que comme on est sur la blockchain, c'est des protocoles, les protocoles peuvent interagir entre eux. Et ce qui devient encore plus drôle, c'est quand des protocoles sont sur d'autres protocoles qui sont sur d'autres protocoles. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a Uniswap. Après, il peut y avoir d'autres équivalents à Uniswap. Curve, c'est aussi une pool de liquidité. Et Curve a fonctionné un peu comme une expérience sociale. Euh, à l'époque, Uniswap avait un problème dans la finance, lorsqu'on arrivait avec un trop gros montant et qu'on voulait le swapper, donc changer de token, en fait, ça dévalorisait la première valeur. Imaginons si je changeais un Ethereum contre 1000 DAI. Si j'avais qu'un Ethereum, ça allait faire égal, enfin, ça allait être égal à 1000 DAI. Mais si j'avais 100 Ethereum, en fait, ça allait pas être 100 fois 1000 DAI, donc 100 000 DAI, mais plutôt, par exemple, 80 000 DAI. Parce que c'était beaucoup trop pour la pool de liquidité. Et Curve a inventé un nouveau système qui permettait un peu de stabiliser ça et qui rendait la conversion avec des grosses quantités, des gros montants, euh, bien meilleure. Au lieu d'avoir 80 000, on était peut-être à 95 ou des choses comme ça. Et eux ont utilisé pour la première fois aussi le token de gouvernance, où lorsqu'on allait dans certaines pools, on était récompensé par des Curve tokens. Mais ces Curve tokens, une fois stackés, nous permettaient de voter. Nous permettaient de voter quoi? C'était nous permettait de voter où et quelle pool va nous donner plus de récompenses que les autres. Donc là, on commence à voir un petit peu un jeu de si j'ai du pouvoir de vote, je peux améliorer mon investissement. Donc plus Hmm. j'ai de votes, mieux c'est. Ça va, ça va encourager les gens à justement, redonner du pouvoir aux utilisateurs et les engager pour que du coup il y ait de plus en plus de monde qui soit sur Curve, quoi. Et exactement. Mais sauf que c'est pas comme une élection classique où une personne un vote. Non, un wallet peut avoir énormément de tokens de vote. Donc peut influencer et devenir une baleine. Et lorsqu'ils ont lancé Curve, ils ont dit très bien, la Curve War est lancée. Donc d'autres protocoles ont essayé de stacker un maximum de tokens de vote de Curve pour ensuite avoir un pouvoir d'influence et pouvoir déplacer ou influencer les liquidités de nouveaux protocoles. Parce qu'en fait, lorsqu'on crée une pool pour échanger, si moi je suis un protocole tout nouveau et j'ai un nouveau token, j'ai envie que mon token soit facilement swappable avec d'autres liquidités. Par exemple, je sais pas, je vais l'appeler le token Alex et je veux que le token Alex soit facilement swappable, donc échangeable, avec le DAI. Donc je vais créer une pool qui s'appelle Alex DAI et je vais mettre cette pool en avant pour que les utilisateurs mettent des liquidités. Mais comment inciter les utilisateurs à mettre des liquidités? Ben, en fait, il faut leur donner plus de récompenses. Et avec le pouvoir de vote, on peut dire que
la personne qui a le plus de pouvoir de vote ou les entités qui ont le plus de pouvoir de vote peut dire, OK, la pool Alex DAI récompensera nettement plus les utilisateurs finaux qui mettent des liquidités dessus. Donc, instinctivement, les utilisateurs vont mettre des liquidités sur cette pool et du coup, ils vont être influencés de cette manière. Et en fait, Convex, foncièrement, c'est ça. C'est un protocole qui a réussi à optimiser le fait de récupérer des droits de vote et est devenu la sorte d'entité qui influence énormément les liquidités sur Curve. Hmm. Ok. Donc ça, c'est d'où la Curve War. Il y en avait d'autres aussi, mais ils ont perdu. La stratégie de Curve était bien meilleure, enfin de Convex était bien meilleure. Donc ils ont accumulé les droits de vote et ils ont dépassé tout le monde. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus drôle, c'est que maintenant, il y a des protocoles qui se mettent par-dessus Convex pour manipuler Convex, qui manipule lui-même Curve. On peut imaginer comme ça. Il y a même des protocoles pour, on appelle ça des protocoles de bribe. Donc, c'est soudoyer les gens. Ouais. Donc, ça fonctionne aussi bien. Donc, on peut voir un peu toutes ces dynamiques. Ça devient très politique, là, le. Mais c'est très politique. La blockchain, foncièrement, une fois qu'on parle de communauté et de droit de vote et d'influence, il y a cette dynamique à comprendre où quelqu'un est récompensé parce qu'il va être incité à, du coup, il va peut-être falloir l'influencer et essayer de négocier avec lui. Hmm. Donc, c'est pas que de la techno, il y a Ouais. aussi des fondamentaux derrière qui sont à creuser. Mais oui, ça peut devenir rapidement complexe, mais dans l'idée, c'est ça. Il faut comprendre que l'effet de réseau, le fait d'accumuler de plus en plus d'utilisateurs, permet d'avoir de l'influence. La Convex a accumulé de plus en plus d'utilisateurs, et du coup, son protocole est devenu beaucoup plus robuste que les autres dans cette guerre, et a gagné foncièrement la guerre de Curve. Et c'est lui qui manipule les Curve, enfin manipulé, qui influençait les utilisateurs. Donc ça, j'espère que je suis pas trop technique, mais dans l'idée, c'est ce qui se passe. N'hésitez pas si vous avez des questions sur des termes qu'on emploie à poser vos questions dans le chat. On redéfinira, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça a l'air clair pour tout le monde. Top. Donc une fois qu'on a vu ça, là c'était les deux premiers trucs. Il faut comprendre que c'est le plus important pour moi en Web3. Et après, il y a l'aspect produit ou quels sont les prérequis en produit. Selon moi, surtout en début, il faut en fait être le pompier et avoir un domaine d'expertise assez vaste. Moi, je fais beaucoup de user research. Je fais aussi beaucoup de design, de tech et du coup, de data analyse. Je me charge d'aller discuter avec les utilisateurs, de faire les entretiens utilisateurs, de la data macro aussi. Je vais vous montrer un outil plus tard, c'est Dune. Moi, je me suis tapé 2, 3 jours à aller devant l'écran parce que j'avais oublié comment bien faire du SQL. Et du coup, j'ai récupéré mon SQL et j'ai fait des requêtes sur la blockchain pour récupérer les informations qui m'intéressent, pour savoir les utilisateurs que j'avais ciblés, comment est-ce qu'ils se comportaient. Et ça m'a permis d'avoir une stratégie bien meilleure. Mais j'ai aussi fait derrière les maquettes pour notre produit qui est en train d'être Mm. développé, qui va être lancé en bêta. Je me suis chargé de la delivery lorsqu'on a travaillé avec des freelances. Regarde, on est passé par collectif, ce qui est très drôle. Et ils étaient top. Mais du coup, pareil, comment est-ce qu'on travaille avec eux? Je me suis chargé de ça. Et on est aussi, avec donc mon cofondateur qui est CTO, vraiment en train de carrer l'aspect technique et derrière les tokenomics. Donc, comment inciter les utilisateurs, enfin les encourager à utiliser notre protocole et de telle manière à ce que dans le temps, il perdure. Euh, donc, il y a tous ces aspects où il faut être multicasquette. On va apprendre beaucoup parce qu'il y a plein de trucs où on peut oublier, où on peut ne pas maîtriser, où il faut remarquer aussi parce que Mm. ça va changer. Là, ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, non, c'est abusé, mais quoique c'est possible. 6 mois, il y a des nouveaux outils bien plus performants. Mm. Ils n'auront C'est pas disparu, mais voilà. c'est aussi finalement être capable d'adopter un état d'esprit un peu de, enfin, je dirais grosse, mais c'est plutôt du test and learn, de se dire qu'en fait, vu Ouais, que c'est tout le temps en changement, d'être capable de renouveler, d'être toujours en veille, de renouveler, de tester des choses, carrément. réitérer. C'est vraiment ça, hein. Après, ça peut être très frustrant il y a beaucoup de moments où on a des doutes, mais c'est normal. C'est grâce à ces moments en fait qu'on arrive à apprendre. Moi, quand j'avais commencé le Web3 à l'époque, je me disais que je savais pas assez de choses et aujourd'hui, bah, c'est toujours la même chose en fait. Ça va tellement vite que je me dis que j'en sais pas assez et c'est ce qui nous oblige à continuer, quoi. Donc, grosso modo, voilà un peu le parcours. Peut-être que c'est un peu vaste ce que je dis, mais il faut essayer
faire en fonction de notre mission. Moi, ma mission, elle est simple. Nous, on est ciblé sur le marché des NFT, on veut s'orienter vers le gaming. Et on a remarqué que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est les PFP, donc c'est les profile pictures. C'est là où il y a de la liquidité du volume, mais on a vu que sur le marché des prêts, il y a un manque d'efficacité. Pourquoi? Parce que les deux types de protocoles concurrents, en fait, ont des avantages et des inconvénients, mais les deux n'arrivent pas à se croiser. Nous, on a un nouveau système qui le permet, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, grosso modo, c'est l'idée. Euh, voilà un peu le truc. Est-ce que vous avez des questions sur le multicasquette? J'ai vu que dans les sondages, on a des product managers qui participent au webinaire, donc n'hésitez pas, tout particulièrement vous, si vous avez des questions sur ce pan-là. Mais en tout cas, c'est très clair et je pense que ça doit plaire à pas mal de product managers d'avoir cette casquette un petit peu aussi UX, design, tech. En tout cas, c'est avoir en connaissance de cause quand on veut devenir product manager dans le Web3, parce qu'effectivement, si on est juste spécialisé et qu'on ne veut pas s'ouvrir les champs des possibles, ça peut être plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et autre chose, enfin après ça c'est mon parti pris, mais si on n'est pas tech, faut peut-être éviter le Web3 pour le moment. Oui. Là c'est encore un marché quand même de niche ou enfin niche, j'exagère non, mais il faut être averti, il faut connaître l'écosystème, il faut connaître les technologies, comprendre les différences des technologies. Et pour ça, il faut quand même Avoir une petite creuser. base, ouais. Ouais, Et après, justement, là, pour rebondir sur ça, on a échangé avec pas mal aussi d'intervenants là, durant le festival. Je leur demandais si pour eux, justement, l'univers Web3 était accessible à tous aujourd'hui. Et justement, c'est une question un peu tricky parce que ça peut être accessible à tous, mais à mon avis, ça demande un effort qui est quand même beaucoup plus important si on n'a pas des bases tech au début. Comment toi, tu te positionnes là-dessus? Est-ce que c'est important quand même, peu importe ton métier, d'avoir au moins des notions sur justement ce que ça va devenir et l'impact que ça peut avoir sur ton métier? après, j'ai une question. Quand on dit accessible à tous, c'est quoi? Pour ceux qui travaillent ou ceux qui l'utilisent? Ceux qui travaillent. Ok. Typiquement, tu vois, euh, pour moi, enfin, c'est mon avis, mais je sais pas toi ce que tu en penses, c'est qu'il faut quand même avoir quelques bases pour justement se dire, même si tu vas pas rentrer dans la technologie et construire un produit Web3, enfin dans le Web3, si tu es dans une entreprise dite classique et que tu es en marketing ou que tu es en grosse ou en produit, c'est quand même bien d'avoir quelques notions pour, pour te dire est-ce qu'on peut se diriger vers ça ou non et savoir les bons côtés et les mauvais côtés et pourquoi c'est bien de se lancer ou pourquoi non, on va pas se lancer. Et pour moi, c'est ça qui est important sans forcément voilà, faire des recherches plus poussées et être tech vraiment à fond, mais au moins avoir des notions pour être en mesure de projeter son entreprise ou non dans cet univers-là. Bah, moi, je vais parler surtout en termes produits. Euh, J'estime que si on n'aime pas la tech, au moins l'aimer, hein, c'est mort. C'est complètement mort parce que, à mon sens, on est encore à la limite entre la recherche et développement et les cas d'usage. Les cas d'usage, Hmm. j'exagère parce qu'il n'y en a pas encore assez. Donc, la méthode de je remarque ce que l'utilisateur a besoin, je remarque un problème, aujourd'hui, c'est pas forcément des problèmes. En fait, je trouve que c'est beaucoup mieux aujourd'hui en Web3 de fournir les outils et de laisser la communauté s'exprimer avec. Ils vont trouver des cas d'utilisation que nous, on n'aura même pas pensé. C'est Ouais. souvent ce qui se passe. Et il faut juste qu'on essaie d'optimiser ou de fournir des nouveaux cas possibles. Par exemple, nous, on estime et on pense que les NFT vont pénétrer le marché du gaming assez rapidement. Il y a Mhm. déjà énormément de studios AAA qui sont en train de développer et qui vont se baser là-dessus. Récemment, Epic Games, je crois, est en train a annoncé qu'il travaillait avec la blockchain Solana pour son jeu. Euh, et il manque énormément de fonctionnalités aux NFT pour que leur utilité soit un peu débloquée. Par exemple, euh, aujourd'hui, si je veux si je veux louer mon NFT, si je veux que mon NFT soit loué à quelqu'un d'autre, il n'y a pas vraiment d'outil pour ça. Euh, en fait, c'est primordial. Imaginons, moi, je joue à un jeu, j'ai joué à un jeu pendant 2 mois, je sais que je vais partir à l'étranger, je vais pas l'utiliser, mais sauf que j'ai des assets dedans. Et j'ai envie que ça me ramène des trucs, en fait. Ça me rapporte de l'argent parce que derrière, j'ai envie de rejouer avec le jeu ou l'utiliser autre part. En fait, Mhm. je peux dire que pendant 2 mois, mon NFT est louable à tel prix.
et hop, il est envoyé. Après 2 mois, il va revenir. On peut imaginer des systèmes comme ça. On a déjà des Mhm. solutions qui sont aujourd'hui accessibles, mais en cours de développement, pas mises en place, avec des smart contrats, ouais, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est un cas qui paraît idiot et simple, mais il n'est pas encore disponible, en fait. Ouais. Et Et ça ça, va c'est soulevé changer par la communauté, justement, souvent. exactement. Ils le disent, bah, nous, on a envie, il y a des protocoles et des standards qui sont mis, et c'est génial parce que c'est au fur et à mesure des personnes qui disent, bah, tiens, moi, j'aimerais bien faire ça. Hmm. Donc, c'est un peu le truc. Ok, très clair. Du coup, hop, on passe à la suite. Les canaux d'information. Ils sont très différents, je trouve, des classiques. Aujourd'hui, enfin, les classiques, c'est on peut aller sur des sites spécialisés d'information dans la tech, des sites spécialisés d'information dans le produit, ou euh, discuter avec la plupart des gens et remarquer des choses en Web3, c'est pas trop le cas. En Web3, les meilleures sources d'information, il faut pas s'étonner, c'est sur Twitter. Il y a des threads d'experts qui sont incroyables et qui sont super pertinents. Les communautés Discord aussi, parce que les autres protocoles ont des communautés. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire aussi de l'espionnage industriel, on va dire ça comme ça. Euh, Moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec d'autres protocoles qui étaient en bêta. Je participais à leur bêta et je voyais exactement ce qui se passait. Donc, ils avaient des problèmes que j'avais pas encore rencontrés qui m'ont permis d'aller plus vite dans notre protocole. Ouais. Il y a plein de techniques comme ça, un peu, ça fait fourbe, mais pas tant que ça, parce que je pense qu'ils font pareil avec nous. Mm, mm. Donc, la formation est disponible, autant l'utiliser. Et après, il y a les newsletters aussi spécialisés. Moi, j'aime beaucoup Week in Ethereum News, donc la Ethereum Weekly News, qui un peu technique quand même, mais dit les nouveaux standards qui ont été validés et ça nous donne des idées sur des potentiels cas d'utilisation. Donc ça, c'est trop cool. Quand je dis, voilà, ce que je disais, c'est ça, c'est que souvent, c'est ces médias à favoriser parce qu'aujourd'hui, l'univers, il avance tellement vite. Ouais. Euh, un mois en crypto, c'est un an, on va dire, en techno classique. Et ça va super vite, c'est quand même vachement technique. Il se passe toujours de nouveaux trucs. Là, récemment, il y a un nouveau protocole qui s'appelle Blur, qui est une sorte de... C'est un produit qui permet aux investisseurs NFT pro de racheter tous les floors rapidement. Et ils ont eu un focus produit qui est fou. Ils se sont concentrés sur la vitesse parce qu'ils ont remarqué que les traders avaient besoin principalement de vitesse. Et derrière, toute leur UX s'est découlée sur l'aspect vitesse. Et ils ont fait des petits tests donc avec des gens qu'ils ont ciblés parce qu'ils ont remarqué leurs transactions et savent que c'est telle ou telle personne qui utilise pour trader. Ils Mhm. les ont mis dans la bêta privée. Ils ont testé avec eux dans la bêta privée. Ils ont peaufiné le produit. Ils l'ont sorti. Et en espace de quelques jours, ils sont devenus le plus gros agrégateur de NFT. Enfin, j'exagère plus Ouais. gros, mais dans les plus gros agrégateurs de NFT pour leur achat, des marketplaces et tout et tout. Et c'est fou parce que la Mm. méthode était incroyable. Bon, après, ils ont quand même levé 11 millions avec Paradigme, ce qui est bien, hein. Mais donc, ils avaient une super méthode, ça allait très très vite. Et si on répond bien à des besoins identifiés ou à des cas d'usage pour spécifier et optimiser, ça peut aller super vite parce que la Mm. communauté, en fait, il y a ces arguments un peu de crédibilité où il y a une personne qui est bah, euh, trusted, dont les autres ont confiance. Ouais. Et si elle dit que ce protocole est top et ça l'a aidé, hop, il y a toute sa communauté à elle qui va venir. Donc ça, c'est un peu classique. Un ambassadeur. Euh, Ouais, exactement, c'est ça. Et après, Ok. il y a des... Ça me fait penser aussi, ce matin, j'ai vu un thread sur Reddit et leur... Parce que Reddit, en fait, a créé des wallets, des NFT ou autres. Et en fait, ils ont une méthode qui est assez cool parce que ils parlent pas de blockchain, ils parlent pas d'NFT, ils parlent pas de wallet. Ils parlent de coffre, ils parlent de collectibles et d'avatar. Mm. Mais derrière, si je dis pas de bêtises, ils sont basés sur la blockchain Polygon, qui est une blockchain EVM, Ethereum, enfin Ethereum Virtual Machine. Donc c'est simple si on développe sur Ethereum d'aller sur Polygon et tout ce qui fonctionne sur la blockchain Polygon et c'est du coup du Web3 en fait. Et Mm. la croissance est folle. Ok. Je me permets de rebondir sur l'exemple que tu avais donné juste avant, parce qu'on a une question de Charles, Ouais. justement sur la location dans le gaming. Charles nous demande, le problème n'est-il pas qu'il est possible
qu'il est possible de réaliser la même fonctionnalité de location via un système centralisé en dehors d'une utilisation de la blockchain. Le fait est, de mon point de vue, que les business models doivent évoluer avant les produits. La nouvelle répartition de la valeur a un impact sur les produits. Répartition de la valeur, impact sur le profit. Donc là, dis-moi si je dis bêtise, Charles. Ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire ça à travers un système centralisé, En grosso dehors de la modo. blockchain, visiblement, ouais, c'est ce que nous Mais partage du Charles. coup, qu'est-ce qui se passe le jour où la société, le système enfin, centralisé, fait une connerie? Ou peut-être qu'elle prend aussi des frais qui sont juste gigantesques. Et peut-être aussi qu'elle redonne des informations qu'elle dissimule. Hmm, Donc, comment est-ce que je peux avoir confiance à cette entité? Moi, c'est. ouais. Mais après, souvent, ces entités, ça peut nous permettre de faciliter euh, le premier pas dans l'univers. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, Sora. euh, Sora, forcément, c'est des cartes NFT, c'est comme des panini mais digitaux, donc ils sont rares, on peut les échanger, tout ça. Et Sora a quand même un grand aspect centralisé et un aspect décentralisé. Mais l'expérience utilisateur, comme il y a cet aspect centralisé, permet en deux, trois clics d'avoir son wallet sans se soucier de la clé privée, commencer à acheter ses premières Ethereum et commencer à acheter ses premières cartes. Hmm. Donc, pour un public clone averti, c'est top pour une première expérience. Mais sauf Mais c'est que, une transition. ouais, c'est ça. Mais si je commence à avoir beaucoup d'NFT, beaucoup de crypto ou autres, moi, je peux dire qu'avec les entretiens que j'ai eus, les gens, ils veulent garder leurs clés. Il y a un dire dans la communauté, dans la communauté crypto, pas ta clé privée, pas ta crypto. Hmm. Il y a eu énormément de cas de hack, d'ailleurs, on reviendra derrière avec la sécurité, je vais le montrer, où l'aspect détenir sa clé privée est quand même primordial et les gens le comprennent au fur et à mesure. C'est un peu comme la data où aujourd'hui tout le monde dit euh, bah, la data, il faut faire attention parce qu'on peut l'utiliser contre moi. Et les Hmm. gens ont juste pas envie de devoir gérer toute cette complexité. Donc c'est pour ça qu'ils donnent à des entités centralisées. Mais plus tard, je sais pas, peut-être qu'on pourrait dire, moi j'ai ma clé privée, je peux la mettre dans ma banque, ou sinon je peux avoir un système où si je perds ma clé privée, j'ai désigné trois autres personnes, donc trois autres toilettes, qui vont certifier que quand j'ai interagi avec elles, peuvent me faire un système de récupération de ma clé. Supposons je perds ma clé, j'ai donné à ma mère, ma sœur et mon père des droits. Hmm. Je vais voir ma mère, il me faut au moins deux personnes. Donc, je vais voir ma mère et mon père, je leur dis, bah, écoutez, j'ai perdu ma clé. Est-ce que vous pouvez me certifier avec vos toilettes que c'est moi qui vous ai demandé ça, j'ai confiance en vous, et activer le mécanisme de recovery. Hmm. Mon père, ma mère acceptent, je récupère ma clé, enfin, je récupère ce qu'il y a dedans, et du coup, le mécanisme de recovery a fonctionné. Enfin, il y a encore ce problème de responsabiliser les gens, c'est bien, mais quand on les responsabilise, ça leur demande beaucoup plus d'efforts. Ouais. Et l'entre-deux, quand c'est des petites sommes, c'est chiant, mais quand ça devient des grosses, grosses sommes, ouais, on n'a pas envie de laisser ça au premier venu. Je sais pas, peut-être j'ai divergé. Non, 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 mais Euh, c'était hyper clair. Charles n'a pas rebondi, mais Charles, si jamais tu veux rebondir, n'hésite pas dans le chat. On prendra un petit temps à la fin aussi pour revenir dessus. Même on pourrait le faire monter sur scène aussi, c'est encore plus. Ouais, encore plus. Là, je vois le temps qui Euh, file, donc je me permets de. c'est vrai, c'est bon. Pour que- Du coup, ouais, les canaux d'information, donc c'est ça. Ensuite, la communauté. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les DAO. Là, on va un peu plus vite. Les DAO, c'est ça, c'est des Decentralized Autonomous Organization. Donc, tout à l'heure, on parlait de Uniswap où il y avait des droits de vote sur le protocole de liquidité. Mais on peut très bien imaginer, en fait, des groupes qui se créent de manière autonome avec des membres qui décident de faire telle ou telle action en fonction du protocole. Là, j'ai pris l'exemple de BlockHub. Euh, BlockHub, c'est un groupe d'investisseurs. Donc, il y a différents membres et ils ont chacun des droits de vote. Et grosso modo, ils se sont réunis, ils ont mis de l'argent dans un coffre. Et ils ont dit très bien, maintenant, nous, notre but avec cet argent, c'est de l'investir. On va se réunir pour ensuite voter sur quel projet on investit et combien. Et bah là, on peut voir, par exemple, bah, ils ont investi chez nous parce que on a justement présenté notre protocole. On leur a présenté notre protocole, ils ont vraiment apprécié, ils ont demandé si oui ou non ils votaient. Donc là, on voit que c'est quasiment, on est à 90% quasiment. Et après, ils ont voté la quantité. Donc,
Et ça s'est fait sur la blockchain de manière décentralisée, rapide. Et c'est un cas d'application d'une DAO. Donc, c'est des gens qui sont réunis pour investir. Mais il peut y avoir aussi des gens qui se réunissent pour vraiment faire des changements dans le monde réel ou faire des changements sur d'autres protocoles ou peut-être attaquer aussi d'autres protocoles. J'en sais rien. En fait, l'idée, c'est ça. C'est juste que c'est des gens qui se réunissent et qui ont un droit de vote. Et avec ce droit de vote, peuvent avoir une action organisée et ciblée. Mhm. Donc, DAO, vous l'entendrez souvent, Decentralized Autonomous Organization. Euh, donc, ça, voilà. Ensuite, il y a l'aspect sécurité. Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un site qui est très, très drôle qui s'appelle Rect, qui recense les plus gros bugs, enfin, les plus gros hacks sur toutes les blockchains. Donc là, on voit le plus gros aujourd'hui, c'est Ronin Network avec un piratage à 625 millions de dollars. Et on voit que c'était un protocole qui était non audité et qui a été juste piraté. Peut-être c'est un bridge euh, qui a dû faire un problème. En gros, ce qui se passe pareil, c'est que il y a quelque chose qui arrive souvent. Il y a différentes blockchains, mais on veut aussi qu'elles interagissent entre elles. Et souvent, pour qu'elles interagissent entre elles, on fait des bridges. Donc, c'est d'autres protocoles qui permettent de bridger les liquidités et les informations. Sauf que, supposons, en fait, j'ai mes deux protocoles, enfin, mes deux blockchains qui sont décentralisés, donc qui fonctionnent bien, mais elles communiquent par un bridge qui, en fait, lui, est un peu centralisé. Bah, ce qui se passe, c'est que, on se fait hacker au niveau du bridge, Mhm. pas au niveau des blockchains. Donc, c'est comme ça, souvent, que ces petits problèmes interviennent. Par exemple, là, on voit en sixième place Nomad Bridge. Eh ben oui. C'est un bridge qui se fait hacker parce qu'en fait, il n'est pas assez décentralisé et il y a quelqu'un qui a profité de la faille pour détourner les liquidités. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Et il faut comprendre que lorsqu'on fait un protocole blockchain, mieux vaut la sécurité que la rapidité. Parce que sinon, la liquidité, elle peut partir aussi vite qu'on a déployé le protocole. Euh, donc les audits, il faut vraiment, ils sont importants. Les bug bounty aussi, les testnets, les phases de mainnet bêta, tout ça, ça prend du temps, mais il faut le prendre, il faut regarder, il faut qu'on ait des retours, parce que même si il y a des bons développeurs dans l'équipe, on n'est pas à l'abri de faire une petite erreur ou Mhm. peut-être une nouvelle faille a été découverte par la communauté, du coup il faut le mettre à jour et ainsi de suite. Vous, vous êtes Et passé par là, du coup, et ça a pris combien de... Enfin, pour on est en avoir un train. ordre de grandeur, vous êtes en train, On est ok. en train, ouais, on est en train. Mais ça peut prendre 6 à 8 mois, hein, Mhm. fastoche, avant que le vrai produit soit audité et live pour tout le monde, quoi. Parce qu'après, il faut savoir que les audits, pareil, il y a une file d'attente. Parce Oui. qu'on veut pas se faire auditer par n'importe qui. Donc souvent, c'est des gros players qui ont la plupart des audits. Donc ouais, ça peut prendre du temps. Mais comme tu dis, il vaut mieux la sécurité et être patient que... C'est ça. Ah, Parce et on qu'en a une fait, on question. garde la Ouais. confiance. Ouais. Ouais. On a une question de Sarah qui demande est-ce qu'il faut se faire auditer souvent? À quelle fréquence? Quand il y a des gros changements dans ton smart contract, bah, c'est vrai que là, en fait, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser. Moi, je me concentre que sur les blockchains intelligentes, donc celles où on peut exécuter du code. La blockchain Bitcoin, c'est très bien, c'est la première, mais c'est qu'un échange de valeurs. Il n'y a pas de fonctionnalité intelligente dessus. Ethereum, donc c'est la première blockchain intelligente, permet d'exécuter du code et du coup de faire tous ces procédés de liquidité, d'échange d'NFT ou de déblocage de fonctionnalités. On va dire ça comme ça. Et donc le nombre de fois où tu te fais auditer, c'est quand il y a des gros changements dans ton protocole, grosso modo. Quand tu lances ton protocole, tu essaies de te faire auditer. Et quand tu fais des gros changements, par exemple, Uniswap, souvent ce qui se passe, je vais prendre Uniswap parce que c'est un plus connu. Il y a Uniswap V1, Uniswap V2, Uniswap V3. Chaque version va se faire auditer. Hmm. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet Là, on est bon. Ok, top. Et ils coûtent très cher les audits aussi. Oui, j'imagine. Surtout si c'est la rareté qui fait le Ouais. prix. Donc ça, c'était l'aspect audit. Et après, il y a l'aspect blockchain. Donc, j'ai parlé de plein de blockchains, mais en fait, elles ne sont pas toutes équivalentes. En fait. Et ça, il y en a qui répondent à plus de,
qui vont répondre à des cas d'usage et d'autres à d'autres cas d'usage. D'ailleurs, j'ai mis un petit piège, en fait, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Quand j'ai mis Ethereum, Solana, Binance Smart Chain et Polygon, en fait, Polygon, c'est considéré comme un layer 2 d'Ethereum. Attention. Euh, c'est une deuxième couche d'Ethereum parce que Ethereum a ses propres problèmes. Aujourd'hui, on a un problème de scalabilité avec Ethereum. Donc Mhm. récemment, on a fait un truc qui s'appelle la merge. Donc on est passé en proof of stake au lieu du proof of work. Donc c'est-à-dire qu'on n'utilise plus de puissance de calcul pour les transactions, mais une preuve d'enjeu. Donc on consomme quasiment plus rien en termes d'électricité. Donc ça c'est beau, du coup ça devient un investissement RSE. Mhm. Par contre, on a toujours ces problèmes de scalabilité où le nombre de transactions par seconde est assez limité. Il est à, je vais te dire un chiffre idiot, mais je crois qu'il est entre 2000 et 4000, ce qui est pas incroyable. Pour donner un ordre de grandeur, le réseau Visa, je crois, c'est entre 20 000 et 40 000. Là, je Mhm. fais un fois 2, mais c'est entre 20 000 et 40 000 transactions par seconde. Donc, il y a encore un Un gap. gap à trouver, mais c'est pas très grave parce que, en fait, il y a déjà des avancées qui sont en cours de développement. Et ces avancées avec on appelle ça, là, je vais faire du buzzword, hein. Des ZK Rollup, donc ces ZK Rollup, alors donc c'est du zéro knowledge proof, il y a différents trucs. Il y a aussi du sharding, où en fait on permettrait d'avoir des nœuds euh, qui sont un peu moins lourds et du coup plus de personnes pourraient participer au réseau, donc ce qui pourrait améliorer le réseau. Et là, quand je vous dis qu'on est à 2000 ou 4000 transactions secondes, une fois qu'on aura bon, c'est pas pour tout de suite, hein, mais une fois qu'on aura le sharding fonctionnel et des ZK Rollup qui fonctionnent très très bien, euh, on pourrait, on pourrait théoriquement passer à du 100 000 transactions minutes, enfin secondes, pas minutes. Donc, Mhm. belle avancée. Mais aujourd'hui, c'est un peu des problèmes qu'on rencontre avec Ethereum où c'est pas assez scalable. Les frais de transaction peuvent être énormes, Mhm. mais c'est la blockchain, à mon sens, encore une fois, la plus solide. Elle casse pas. Elle est éprouvée et elle fonctionne bien. Il y a beaucoup de volume. Les gros des protocoles où l'intérêt aussi, la communauté est la plus grosse, bah, c'est Ethereum. Donc, il y a ses pour et ses contre. Après, Ok. il y a Solana, Binance. Bah là, je vais commencer par regarder les caractéristiques parce que d'ailleurs, je crois que j'en ai oublié certaines, c'est pas grave. Il faut regarder la décentralisation aussi du protocole. Ethereum, c'est enfin, c'est vraiment décentralisé. Il y a plein de nœuds différents et différentes entités. Il y en a qui pourront vous dire que oui, il y a des nœuds qui sont maîtrisés par une entité. Enfin, si on regarde profondément, il y a peut-être trois grands acteurs, mais malgré tout, ça reste décentralisé. Euh, il faut aussi regarder les protocoles avec lesquels ils interagissent. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'un protocole peut interagir avec un autre protocole, comme ce qui se passait avec Curve et Convex Finance. Donc, si on va sur des blockchains où il n'y a pas beaucoup de protocoles avec lesquels interagir, bah, ça limite un peu notre évolution, on va dire ça comme ça. Les Mhm. volumes de transactions aussi. Donc, c'est ce que je disais. Plus il y a de volume, plus il y aura de volume pour nous, en fait, pour le protocole utilisé. Donc, c'est aussi une logique à prendre en compte. Il y a les frais de transaction. Donc, sur Ethereum, ils peuvent être, ils oscillent. Ils sont pas stables. Ils peuvent être assez élevés. Euh, pour ordre d'idée, quand ça se passe assez bien, on peut avoir des frais de transaction, allez, 4-5 $. Quand ça se passe pas bien, 25. Quand Ah ça se passe ouais. pas bien du tout, 100. C'est très très variable. Ben, en fait, l'idée, c'est que si je paye plus, ma transaction passera devant les autres. Mhm. Donc, on peut rapidement imaginer que si quelqu'un veut varier, enfin, peut faire un transfert de à quelques millions, lui, payer 100 € de transaction, il s'en fout, quoi. Oui, ouais, ouais. Donc, il va passer devant. Donc, D'accord. c'est des trucs comme ça. Et c'est aussi parce que le système utilisé, c'est tel quel. Là, tout arrive. Après, il y a le nombre d'utilisateurs, justement, aussi. Donc, c'est ce que je disais. Là, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, quand même, sur Ethereum que le reste. Et les cas d'application. Mhm. Solana, par exemple, aujourd'hui, est beaucoup utilisé pour le gaming parce que les frais sont faibles, les volumes sont vachement corrects. Il y a commencé à y avoir pas mal de protocoles. C'est assez décentralisé, on va dire ça comme ça, mais il n'est quand même moins que Ethereum. Et il peut y avoir un autre aspect où les développeurs peuvent développer plus facilement sur Solana, enfin, assez facilement sur Solana, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que je vais dire une bêtise, parce que je crois pas que ce soit une EVM. EVM, c'est
Ethereum Virtual Machine. Donc, c'est-à-dire que si je développe sur Ethereum, foncièrement, ça va être un peu le même code sur Solana. Là, Hmm. j'ai un doute d'un coup, là, j'avoue que je ne sais pas si c'est la même chose. On a Euh, Emre qui demande si tu as un avis sur Aptos. Ah! Je ne me suis pas encore trop renseigné dessus. J'ai vu ce qui s'est passé avec les airdrops et les gens qui ont pris de l'argent qui sont partis et les soucis qu'il y a eu. Mais j'ai pas d'avis parce que je pourrais pas Hmm. te dire. J'ai pas cherché à creuser. Ça Mais, marche. mais ouais, en gros, oui, parce que c'est une news récente où ouais, elle est montée enfin, Aptos, le token, surtout la valeur, est montée très très haut. Après, elle est tombée très très bas et très très vite. Il y a aussi des fondamentaux techniques apparemment qui sont un peu à remettre en cause. Euh, mais ouais, j'ai pas trop d'avis. Mais je sais juste qu'aujourd'hui, là, moi, ce que j'aime bien, c'est que la communauté est un peu plus picky, surtout parce qu'on est en tendance marché baissier, donc les gens ont plus peur de mettre de l'argent. Et après, ce Hmm. qui s'est passé avec le Terra Luna, là, euh, qui a perdu toute sa liquidité parce que les gens étaient un peu trop dogmatiques là-dessus, euh, bah, les gens font plus attention. On est plus critique. Mais après, c'est des cycles de marché classiques où quand c'est un bull run ou c'est une tendance haussière, tout le monde c'est la panique, on peur de manquer et mettre de l'argent un peu n'importe où. Et Hmm. une fois que ça descend, les gens ont un peu peur. Donc ils font plus attention et vérifient plus. Mais bah, j'ai pas d'avis dessus. Donc je préfère pas dire de bêtises. Ça marche. Donc voilà un peu l'environnement blockchain. Il faut en connaître plusieurs, il faut comprendre pourquoi, mais c'est surtout choisir la bonne en fonction des utilisateurs qu'on cible. C'est ça Hmm. le truc, quoi. Moi, si je cible des grosses collections de NFT, en fait, ces grosses collections, elles sont sur Ethereum. Donc de facto, je vais pas forcément viser les autres d'abord. Ouais. Et aussi pour la simplicité de développement, moi j'aime bien Ethereum et je vais commencer à regarder des blockchains qui sont EVM. Donc Ethereum Virtual Machine. Comme ça, notre code, on peut le déployer aussi sur d'autres blockchains plus facilement. Voilà. Je sais pas s'il y a des. Non, il n'y a pas d'autres questions aussi. Non, on est bon, on est bon. Ok, top. L'autre truc, donc ça, on avait fini un peu ce listing. Et ce que je voulais vous. Ah voilà. Donc vous parler un peu des métiers, des nouveaux métiers qui sont un peu drôles et qui émergent dans le Web3. Ouais. Donc les trois grands qui me sautent un peu à la tête comme ça, c'est les tokenomics. Donc tout cet aspect encourager l'utilisateur à garder notre crypto, à l'utiliser, comment est-ce qu'on va l'inciter aussi en fait, à participer au protocole. Et Hmm. ça, c'est un peu le nerf de la guerre. En fait, la tokenomics devient très très rapidement le nerf de la guerre. On parle de produits, tout ce qu'on veut, mais comme on l'a dit au début, l'important c'est la communauté. Ouais. Donc l'idée, c'est d'encourager la communauté à participer. Et comment est-ce qu'on fait? Ben, on utilise des mécaniques pour les incentiver, on dit ça, ou donc les inciter à utiliser notre protocole. Et pour Finalement, tu ça, as pas mal souvent, de, ouais, t'as pas mal de mécanismes un peu de psychologie marketing où tu te dis comment fonctionne l'utilisateur, qu'est-ce qui va le driver, qu'est-ce que c'est un peu ça au final. exact, ouais, carrément. Et ben moi, c'est pour ça aussi que ça me sert beaucoup parce que moi, je me suis spécialisé dans la psychologie utilisateur avec les biais cognitifs, des Mhm. dynamiques, les preuves sociales, Ouais. les sets de Cialdini, tout ça. Et c'est très, très utile Ah ouais, pour carrément. nos protocoles. Donc, c'est pour ça les Hyper tokenomics intéressant. sous-estimés, mais enfin sous-estimés. Pas méconnus, trop méconnus, mais c'est le nerf de la guerre. Après, le Discord. En fait, toutes les communautés sur son Discord et il faut faire des bots. Faire des bots Hmm. pour automatiser certaines choses, pour rendre le Discord plus dynamique, plus vivant, faire un peu joueur ou autre. Et pour ça, en fait, il faut développer. Donc, je pense que c'est un truc qui va de plus en plus émerger. Plus les protocoles sont grands, bah, plus il y aura besoin de ça, même si dès le début, on a un peu besoin de ça. L'autre truc qui m'avait fait rigoler, c'est on était tombé avec donc Joseph et Nicolas avec qui je bosse sur des offres de poste je crois que c'était Binance à l'époque, où il y avait marqué même créateur, désolé, même créateur, les salaires, ça allait de 120 000 $ à 150 000 $, quoi. Mais non, mais c'est vraiment dur, hein. Faire un bon mème qui Bah ouais, devient mais j'en doute viral, pas. c'est très, très, très dur et ça permet d'encourager la communauté aussi à suivre. Il y a, et Mais est-ce pendant que les la bear communauté markets, n'en fait ouais, pas eux également enfin, est-ce que c'est mais moi je oui, pensais que c'était la communauté à la base bah, qui il y a tout ça. ouais, Bah, après, ils sont recrutés aussi un peu comme ça, ouais. les créateurs de mèmes. C'est que il y a un protocole qui s'appelle Chainlink, c'est un oracle. En gros, ça permet
fournit des informations du monde réel dans la blockchain avec un système un peu décentralisé, tout ça. Et pendant les marchés baissiers, en fait, tout le monde a un peu le moral à zéro et il y a pas mal de personnes qui quittent le bateau. Mais c'est pas grave parce que ceux qui restent, en général, c'est ceux qui bossent. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, pour se souder un peu les coudes, selon moi, c'est ce qui se passe avec les mèmes. Il y a des mèmes qui sortent et qui font rigoler le matin. Mais on a récemment, il y a bah, du coup, c'est devenu un mème, mais c'était pas censé être un mème. Il y a une collection d'NFT qui était sortie. Elle a été mintée. Donc, mintée, en fait, c'est moi, j'arrive et je réclame mon NFT en payant une contrepartie, je sais pas, peut-être 100 dollars, enfin, 100 Ethereum. J'exagère, 100 Ethereum, c'est beaucoup, mais voilà. Mhm. Et toute la collection est partie. Donc, hop, elle est sortie, elle a été mintée au total, il n'y avait plus rien. Et même pas un jour après, un des créateurs sur le Discord dit oui, en fait, on abandonne le projet parce que un des développeurs est mort pendant le truc. Du coup, je suis prêt à vous donner les clés privées. Super bizarre. Oh là Super là. bizarre comme réponse. Première réponse dans le chat, c'était moi, en tant que minter, je demande enfin, je veux voir le corps. Et quelqu'un lui répond, il n'y a pas de souci. Et il lui montre un screen de crocodile, la gueule ouverte, avec juste une tête et un corps qui dépasse devant. Et on dit oui, ok, très bien. Et non, le pire, c'est que la suite de l'histoire, c'est que le mec est revenu en disant qu'il a été ressuscité, mais n'importe quoi. Donc, ça devient rapidement des mèmes, en fait, sur Twitter. Et ouais, ça suit. C'est comme le fameux euh, hodl. En fait, holder, c'est genre garder sa crypto, peu importe ce qui se passe. Il faut rester solide, même si c'est un marché baissier. Et un jour, il y a un type qui a demandé un conseil sur Bitcoin, et ça fait très longtemps. Il a demandé, oui, est-ce que je dois vendre ou pas? Et quelqu'un lui a répondu très rapidement, un peu en colère, avec une faute d'orthographe. Au lieu de marquer holder, genre holder, Ouais. avec ER, il s'est trompé, il a marqué HOLDL. Et c'est devenu un mème, genre, parce que ça peut partir de rien. Ça peut partir de rien, mais en plus, ça fédère la Le communauté. pouvoir Et de la communauté, quoi. ouais, voilà, ça. Et c'est vraiment drôle. Enfin, moi, je sais que le matin, même si je me sens un petit peu mal, tu vas sur Twitter et tu regardes des trucs, c'est trop drôle. Donc voilà. Donc ça, c'est les trois trucs. Et après, voilà, je voulais parler des outils qui sont vraiment, vraiment pratiques. Donc là, c'est beaucoup plus sérieux. D'une analytics, bah, du coup, c'est ce que j'utilise vraiment pour voir les données de marché. C'est là où je fais mes requêtes SQL aussi. J'ai fait mes propres dashboards et c'est open source, tout le monde peut utiliser. Juste, ils sont un peu, en fait, on se rend compte qu'ils sont un peu bâtards à la fin parce que quand on fait nos requêtes, on chope nos wallets qu'on a ciblés. Si on veut extraire tout ça en CSV, bah, il faut commencer à payer et c'est cher. C'est Mm. 400 € le mois, donc c'est chiant. Mais super outil. Je vous montrer un peu après des- des- les outils en fonctionnement. CoinGecko, c'est pour voir des capitalisations de marché sur les tokens. Donc ça donne beaucoup d'informations aussi sur comment est-ce que un protocole se porte. Et la supply, la valorisation, les, les, les prochaines steps ou autres. NFT Bank, c'est super pour tout ce qui est en rapport avec les NFT pour la valorisation. Ils sont assez cool. Par exemple, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est que une fois que j'ai traqué les personnes, enfin, comme ça c'est bizarre, mais une fois que j'ai traqué les profils qui m'intéressent, j'ai leur wallet et du coup, je tape leur wallet, je vois ce qu'il y a dans leur wallet et je vois combien ils sont valorisés. Par exemple, c'est des gros utilisateurs, on regarde leur wallet, on voit qu'ils ont 10 millions peut-être d'NFT et on peut voir après leurs transactions à travers Etherscan. Parce que en fait, je chope le wallet, tu vois toutes les interactions qu'il y a avec ce wallet. Discord, bah, comme on l'a dit pour la communauté. Zapper, pour avoir beaucoup d'informations sur les collections d'NFT, sur des liquidités, des pools et sur des utilisateurs, voir ce qu'ils ont. Et pareil, c'est graphique, c'est très cool. Super précieux, tous ces outils. Donc Top. moi, c'est ce que j'utilise beaucoup. Et j'ai mis CoinGecko et pas CoinMarketCap parce qu'en fait, CoinGecko, bah, il n'y a pas d'entité derrière où j'ai un peu peur. En fait, CoinMarketCap, ça a été quand même racheté par Binance. Donc, je me dis que bon, Binance qui te donne des informations, enfin, CoinMarketCap qui donne des informations sur Binance, c'est pas forcément, c'est peut-être un peu biaisé. Un peu comme si je prenais le magazine d'investissement qui a été racheté par LVMH et qui disait d'acheter des actions LVMH. Un peu bizarre.
Euh, mais du coup, pour ça, je préfère CoinGecko à CodeMarketCap. Après, vous pouvez utiliser les deux, mais voilà. Super. Euh, Peut-être pour finir, je pense qu'on peut, parce que là, comme il est, ouais, je suis désolé. En fait, non, c'était non, non, plus pas de long que souci. prévu. Non, non, au contraire, c'était hyper précieux d'avoir c'était hyper détaillé, donc c'est top. Je me dis peut-être qu'on peut prendre les questions des participants avant celle-ci à la limite pour terminer, comme ça, Carrément. ceux qui doivent nous quitter pourront pourront avoir leurs réponses. On a quelques questions. Déjà, on a Charles qui nous demande est-ce qu'il y a des applications de modélisation qui sont déjà existantes pour Techonomics? Modélisation, pas vraiment. Pas vraiment. Après, il y a plein d'exemples. On peut s'inspirer de plein d'autres protocoles. Et en fait, ça va beaucoup être déterminé par ce qui va driver ton protocole. Et en fonction de ce que va faire ton protocole, bah, tu peux pas appliquer n'importe quel tokenomics. Hmm, Donc, c'est un peu compliqué de modéliser ça puisque ça varie beaucoup encore. ouais. Peut-être sur le long terme quand on aura plus de d'homogénéité, mais même ça risque de ne pas arriver, c'est ça. Ouais, mais malgré tout, comme je dis, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, si j'ai les mêmes tokenomics qu'un autre, pourquoi est-ce qu'il irait chez Oui, moi et c'est pas chez chez d'autres? toi. Enfin, c'est ça Hmm, qui est un peu. ouais. Il n'y a pas forcément de stratégie sur la modélisation Ouais, parce que ça n'aurait pas d'impact. ouais. Ok, Après, très clair. peut-être il y aura un truc, un jour, sais rien, mais moi, je le vois comme ça aujourd'hui. Super. Et toujours sur le sujet des tokenomics, et Stéphane nous demande, est-ce que toi, tu as des conseils pour se former pour devenir tokenomics advisor? Euh, beaucoup de lectures Hmm, et après, essayer, quoi. Après, Tokenomics Advisor, il faut le voir un peu comme si moi, je sors de nulle part et je donne des investissements, enfin, je donne des conseils en investissement. Il faut quand même déjà avoir investi, il faut avoir peut-être des diplômes, on va dire ça comme ça, dans la vraie vie. Bah, en fait, en tokenomics, c'est un peu pareil, il faut avoir de la légitimité. hmm, La crédibilité, c'est deux trucs, c'est l'expertise perçue et la confiance perçue. L'expertise perçue, ça va peut-être passer par le fait de bien comprendre les termes, de voir déjà différents modèles, de pouvoir les associer. Et après, la confiance perçue, c'est des... est-ce que j'ai déjà travaillé dans des gros protocoles qui ont bien fonctionné? Parce que si c'est des scams, des trucs comme ça, bah, super, quoi. Mais des gros protocoles qui ont déjà fonctionné. Est-ce que ça fait longtemps que je suis dans le milieu et j'ai un peu l'historique des tokenomics? Peut-être ça me donnera plus d'idées. On, hmm, on, on- on peut le devenir, mais c'est pas un poste, selon moi, qu'il faut viser dès le début, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Enfin, le nerf de la guerre. On a besoin de quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Nous, là, les advisors qu'on a en tokenomics, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ça fait bien longtemps qu'ils sont là. Ils ont toujours plein d'idées. Ce qui est cool, c'est que du coup, c'est un peu comme il y a des cas d'études, des cas passés, et on peut mélanger les résultats des cas passés en fonction de nous ce qu'on voit. On peut inventer de nouvelles tokenomics en mélangeant plusieurs. Mais, euh, mais ouais, non, il faut rouler sa bosse quand même pour être un advisor tokenomics seulement, un bon advisor. Mais encore une fois, je peux me tromper et du jour au lendemain, tu comprends quelque chose très vite et si tu arrives à bien le vendre, ça passe. ok. Très clair. Comme je vois on a là pu qu'on a dépassé un petit peu, est-ce que peut-être pour finir, tu peux nous parler un petit peu de Kairos et nous dire quelles sont les prochaines steps, qu'est-ce que vous allez nous parler un peu de ce projet? Ah oui, bah nous, alors, donc Keros, je répète, je répète, je suis pas sûr, je l'ai dit, mais en gros, c'est un protocole de lending avec des NFT en collatéral parce qu'on souhaite rendre le marché plus efficace. On a remarqué qu'il y a des petits problèmes. Et là, on est en train de finir notre tour de table en seed, qui se passe assez bien. On fera sûrement une annonce dans pas très très longtemps. Et les prochaines étapes, bah, c'est ça, lancer la mainnet bêta pour avoir leurs utilisateurs. On a déjà plus de 5000 inscrits. Donc, ouais, il y a beaucoup de monde, on a pas mal de retours. J'ai déjà fait des user testing pour les maquettes. On s'entretient régulièrement aussi avec eux pour un peu voir ce qu'ils aimeraient voir ou leur comportement sur la blockchain. Je fais beaucoup d'analyses où bah, je vous ai pas montré, mais bah, tout, le temps passe vite, mais c'est pas grave. En gros, sur Dune, moi j'ai récupéré pas mal de wallets. Après, je suis allé inspecter les wallets un par un pour voir leurs transactions, leurs actions et comprendre leur comportement. Et en fait, j'ai croisé ça avec des entretiens utilisateurs. Donc, ça m'a permis vraiment
de repérer des patterns que en Web 2, ce serait pas aussi simple parce que la donnée, Mhm. j'y ai pas accès comme ça. Donc voilà, voilà où on en est. On veut lancer la mainnet bêta. On voulait la lancer ce mois-ci, mais là c'est un peu tendu. Sûrement le mois prochain. Et, Ok, euh, et voilà. bah, super clair. Alors il y a d'autres questions. Ah oui, On vous partage. Ouais, si tu veux les mettre direct, dans tous les cas, on vous mettra aussi peut-être pour comment je vais communiquer avec mettre là. Alexandre et suivre l'avancée du projet. On le mettra aussi dans le mail récap que vous recevrez. Et alors, est-ce que Ok. vous avez prévu de faire une ICO, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, alors ça c'est pas public du coup, parce que ICO c'est euh, merde. Comment on dit? Coin offering, initial coin offering. Et du coup, en général, elles ont tendance à être publiques. Je vais mettre le lien de Keros ici là sur Twitter. N'hésitez pas à nous follow. On a fait, on a levé en token, mais de manière privée avec des business angels, des VC, des VC, pas des VC. Euh, donc voilà, en gros, c'est des SAFT. On a été accompagné par de très bons avocats, DNA Partners, et voilà. Mais du coup, pas de public. Ok, ben écoute, merci mille fois pour ce webinaire hyper enrichissant. J'espère que vous avez apprécié autant que moi toute cette expertise. Tu as été hyper pédagogue, tu as bien détaillé, donc merci, parce que même pour moi, ça me permet de comprendre plein de choses. Donc j'espère que ça vous a également plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas même à faire un petit post LinkedIn, à nous taguer Alexandre, Lyon, pour que nous, on puisse voir aussi votre retour. Et n'hésitez pas aussi, on a une communauté donc sur Meetup Lyon où on fait beaucoup d'événements. Le festival arrive bientôt à sa fin. Notre dernier événement est demain, mais on fait beaucoup d'événements en physique, en ligne. Donc, si vous nous suivez, vous aurez un peu toute l'actualité. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet et vraiment pratiquer, au-delà d'avoir des talks, mais être vraiment voilà, en formation, on va dire, pour vous acculturer à tout ça, vous pouvez, je vous ai mis le lien, mais vous pouvez suivre, aller sur notre page John Lyon. On a une formation qui démarre, si je ne me trompe pas, le 15 novembre et qui va être vraiment sur voilà, l'acculturation au Web3, rentrer dans le détail et mettre beaucoup plus les mains dans le cambouis. Donc, merci à tous. Euh, Je et peux je vois qu'il y répondre a à une une dernière Oui, c'est ce question? que j'allais Ouais, dire. Je vois donc. qu'il y a une dernière question quand même. Ça Euh, continue. déjà, vous pouvez me envoyer des MP sur Lyon, vous trouvez Alexandre Trigui ou sur LinkedIn, je suis facilement accessible. En question des tokenomics, donc nous, on est en train de peaufiner les tokenomics, on n'a pas quasiment fini, ça avance. Oui, il y a un vesting et donc une prévente avec les BA, mais tout sera public en fait. Pareil, c'est ça, c'est que tout ce qu'on fait, une fois qu'on l'a fait, on le dit. Hmm. Et après, il y aura le plan sera clair. Il n'y aura pas de coup de Trafalgar ou quoi que ce soit. C'est encore ça, c'est que oui, il y aura un vesting, il y aura un cliff aussi. Donc pour dire le cliff, c'est quand est-ce que ce sera disponible. Le vesting, c'est sur quelle durée. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. On va pas débloquer tout d'un coup pour pas, en fait, pour pas encourager les gens à ah bah tiens on va dump parce que du coup ça dévalorise le token. Donc tout ça, oui, on est en train de le faire. N'hésitez pas à suivre leur, ouais, allez sur Twitter comme ça. Dès que c'est communiqué, vous aurez, vous aurez accès à tout ça. Exactement. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci mille fois, Alexandre, pour ce webinaire. C'était vraiment super chouette de partager ce moment avec toi. Et merci Merci. à tous. À bientôt. Au revoir.